et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un coup de dimanche, petit quoi à la con! Bonjour à tous et bienvenue dans Tonnerre sous les podcasts, le podcast de X. Je suis Alexandre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Roman. Salut Roman. Salut. Pour parler pour la première fois dans cette émission de comics avec Daredevil Redemption. Exactement. Alors Daredevil Redemption, ça sort en 2005, c'est donc un comics Daredevil de l'éditeur Marvel. Ça vient 2 ans après le film Qui existe. qui existe en 2003 avec Ben Affleck. Et c'est une nouvelle plongée dans l'univers du héros créé par Stan Lee en 1964. Donc Daredevil, ce justicier aveugle qui va la nuit dans le quartier de Hell's Kitchen à New York, habillé en diable. Voilà. Et qui fait régner la justice. Mais alors, après cet échec, on va dire, en 2003 du film, comment renouveler le mythe de Daredevil ? De quelle manière Rédemption offre-t-il à Daredevil la salvation ? Mais ici. Voilà. Très belle intro. Ah, ça, Merci beaucoup. Oui, je m'envoie des fleurs à moi-même. Ah, tu peux. Ah, ça, c'est une problématique, faut que j'y réfléchisse. Ah bah ça. Et donc, du coup, Roman, réponds à cette magnifique question. Ce que j'allais dire, je te propose, on fait le podcast et je réponds à la question plus tard. On va le faire dans cet ordre-là. Bon, comment ça va, Roman ? Ça va, content d'être là. Oui, moi aussi. Et oui, c'est une première qu'on parle de comics, parce que au sein de la X, si j'ai envie de parler de cinéma, j'ai Analytics pour ça. Voilà. Donc du coup, quitte à venir parler de films dans Tonnerre sur les podcasts, si c'est pour confronter le point de vue dans un débat, comme on a pu le faire avec Big Fish, c'est intéressant. Mais sinon, autant parler de... Parce que j'ai pas que le cinéma dans ma vie, j'ai d'autres trucs. Et le comic book, ça en fait partie. Voilà. Et c'est vrai que c'est un truc dont on parle moins. Personnellement, moi, le comic book, c'est quelque chose que je découvre maintenant. Parce qu'il y a un peu ce mythe dans la nouvelle manière dont on comprend l'univers geek qui serait tout part des comics de Marvel. Et donc, c'était d'abord des gens qui lisaient des comics et ensuite c'est devenu. Et en fait, moi, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je découvre complètement maintenant aujourd'hui. Et donc, je suis très content de te recevoir pour parler de ça, pour ouvrir les horizons de Tonnerre sur les podcasts. Et puis surtout que... Enfin, on va vite parler de Daredevil, je fais une parenthèse, c'est parce que là tu me tends la perche, mais puis surtout que la consommation de comics elle a énormément changé, c'est-à-dire que le comic book, ce que c'était à la base, c'est que c'est de la littérature de gare, c'est un truc que t'achètes à la gare, et c'est la consommation que j'avais petit, c'est un truc que t'achètes parce que ça coûte 5-6 balles, c'est un magazine, dans un truc papier plastique, et aujourd'hui je vois... Aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire de voir des mecs ou des personnes mettre 35 €, 40 € dans une belle édition en reliure, même si c'est des comics que j'aime de tout mon cœur. Mais la consommation du comic, elle a beaucoup changé. Et donc, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un comics qui est donc important pour toi, puisque tu en parles quand même assez régulièrement, quand même. Qui est donc ce fameux Daredevil Redemption. Alors est-ce que tu vas un peu nous parler d'abord du personnage de Daredevil en lui-même, pour les gens qui seraient moins acclimatés à ce personnage? C'est pas du tout le bon mot, acclimaté, c'est pas le bon verbe. Mais c'est en tout cas des gens qui connaissent moins bien, Voilà. Des gens pour qui Daredevil, c'est pas dans leur paysage. Ouais, du coup, comme tu l'as rappelé, il est créé en 64 par Stan Lee et Bill Everett, donc il est créé 2 ans après les 4 Fantastiques. Donc c'est vraiment le moment où Stan Lee va faire exploser sa créativité et donner tous les super-héros qu'on connaît. Donc la moitié des Avengers, enfin faut le dire, voire tous les Avengers. Sachant qu'il y en a 250. Non mais c'est hallucinant. Donc dans un premier temps, il apparaît dans un costume rouge et jaune. C'est assez drôle de revoir ses premiers comics et de voir Daredevil comme ça. Et en fait, le fameux costume rouge qu'on lui connaît, il va arriver dans le tome 7, mais il sera imaginé par Wally Wood, qui est un des dessinateurs, qui est pas le plus brillant, mais qui est un des dessinateurs de la Marvel à ce moment-là. Et en fait, ce fameux costume rouge, il est assez iconique parce que Daredevil, il y a Devil dans le nom du héros, ce qui est pas rien, et on lui fait un costume de diable. On aura l'occasion dans le podcast de parler de ça. Mais surtout, il y a quelque chose de très fort avec ce costume-là, qui est une forme de symbolique, Et, et en plus, ça fait de lui un personnage très très chiant à dessiner.
Donc on est dans un podcast, c'est assez délicat, je vais quand même essayer de décrire, bien qu'on soit à l'audio, et les dessinateurs vont beaucoup rire, parce que en fait ça rend le personnage très chiant à dessiner, parce qu'en fait tu fais la carrure de Daredevil, tu fais ses premières lignes, mais en fait ce qui va définir le personnage de Daredevil, et c'est là où on en vient, vous allez en avoir marre de m'entendre parce que j'ai toujours les mêmes trucs, mais c'est là où on en vient, la forme et le fond, les deux sont liés, la forme c'est le fond. Ce qui définit Daredevil quand tu le dessines, c'est son ombre. C'est sa part d'ombre. Parce qu'en fait, tu fais la carcasse de ton bonhomme, et ensuite, c'est les ombres qui vont te permettre de délimiter son épaule, de ses pectoraux, de ses abdos, de tout ça. Sauf que si tu les fais trop grandes, eh ben, il est obèse. Si tu les fais trop petites, eh ben, il est tout maigre. Du coup... Dessiner Daredevil, c'est un cauchemar, mais c'est quand même une idée de génie, quoi. Ce costume rouge, cette forme-là, et le fait que du coup ça fait un personnage qui soit reconnaissable que par son ombre, c'est vraiment une idée, d'un point de vue dessin, fabuleuse, quoi. Oui, et puis, j'interviens juste, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de le mettre que dans les ombres, ça renforce aussi la symbolique du nom du personnage, parce que Daredevil, c'est un animal. Alors, je sais plus exactement quel est l'animal, mais c'est un truc qui vit de nuit, un truc qui est un peu dangereux. Et Daredevil, c'est littéralement tenter le diable. C'est ça. Et du coup, le fait de le mettre que dans un jeu d'ombre, on a cette idée de tentation qui est représentée de la même manière, par exemple, dans Dracula, où on est dans un jeu d'ombre parce qu'on est dans la tentation du mal aussi, quoi. Et dans à la fois la tentation et la punition du mal, quoi. Exactement. Et du coup, les grandes lignes du personnage, parce que les super-héros, souvent dans les comic books, ils vont avoir une histoire qui vont être les canons d'un mythe, et qu'on va devoir reprendre si on veut faire des variantes. Voilà, un Spider-Man doit perdre l'oncle Ben, ces fameux archétypes, ces fameux étapes obligées du récit. Daredevil, c'est quoi son histoire? C'est que c'est un petit gamin qui habite à Hell's Kitchen. Pas pour rien, Hell's Kitchen, c'est l'enfer, c'est littéralement la cuisine de l'enfer. Il habite à Hell's Kitchen, et il a un sens déjà un peu de la justice, mais sociale, parce que lui, il est en bas de l'échelle, il aime pas les inégalités, il aime pas la justice, et son papa, c'est un boxeur minable qui fait des combats pour arrondir les fins de mois, ce qui fait qu'il voit souvent son père revenir blessé. Son père va mourir à cause de la pègre, parce qu'il fait des combats truqués pour un malfrat qui va s'appeler le Caïd, qui va être le grand méchant emblématique. Mais surtout dans son enfance, le petit Matt Murdock, parce que j'ai pas précisé son identité civile, le petit Matt Murdock qui deviendra Daredevil va perdre la vue. Et en devenant aveugle, c'est ça qui va un peu déclencher ces pouvoirs qui du coup sont intéressants, parce que c'est ni plus ni moins qu'une idée qui est vraie, qui est que quand tu perds un sens, quand tu es handicapé d'un sens, tes autres sens se développent. Là c'est une idée fois 1000 de ça. C'est une idée, Daredevil c'est ça en fait, son super-héros c'est qu'il entend mieux que tout le monde, c'est qu'il ressent mieux que tout le monde, à défaut d'avoir la vue. Et du coup, en grandissant, cette injustice qu'il a vécue, la perte de son père, fait que Matt Murdock va devenir avocat, parce qu'il veut régler les problèmes d'injustice, mais il a toujours cette espèce de violence en lui, cette colère en lui, qui fait que lorsque le procès ne se passe pas comme il le désire, la nuit, il tente le diable, il devient ce Daredevil pour parfois carrément aller dans la corruption, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est sûr et certain que la personne est coupable, il le sait, il lui manque juste la preuve, s'il faut créer la preuve pour pouvoir mettre cette personne en prison, il ne voit pas le mal de faire ça. Il le fera. Oui, c'est un peu une dualité qu'on retrouvera dans le personnage de la série Dexter, quoi, où c'est de jour, il essaye de régler les crimes avec la police scientifique, mais de nuit, il voit bien que le système a des limites, et du coup, il se conçoit comme un moyen pour le système de choper ceux qui ont échappé aux griffes de la justice. Sauf que c'est en réalité un moyen de canaliser une violence innée et interne, quoi. Mais, exactement, c'est exactement ça, on retrouve ces principes-là. Et du coup, par la suite, le comic book va avoir un certain succès, et donc comme toujours chez Marvel, une fois que ça fonctionne, il n'est pas question que le personnage meure, donc on le fait revivre plusieurs fois, et plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes vont s'emparer des canons, des archétypes pour donner leur vision. Moi j'ai fait une petite liste de celles qui sont assez sympathiques. Moi, le Daredevil de Frank Miller, moi je vous le recommande. Frank Miller, c'est le scénariste qui est derrière Sin City, par exemple. Donc c'est un grand nom du comic book. C'est lui qui va créer le personnage de Elektra,
qui est le pendant féminin de Daredevil, ben Elektra, c'est un personnage qui est créé par Frank Miller. Ensuite, il y a David Mazzucchelli qui aura fait aussi un comic book Daredevil qui est super intéressant. Mazzucchelli, très intéressant, c'est que peu de temps avant, il a bossé avec Frank Miller, mais sur Batman. D'accord, oui. Donc, le justicier de nuit, exactement, qui veut on inspirer la retrouve- peur chez ses victimes. Exactement, donc on retrouve des ponts. Et aussi Kevin Smith, le cinéaste, le Le grand. réalisateur des Clerks, qui aura aussi fait un Daredevil en tant que scénariste, avec les dessins de Joe Quesada. Et c'est pas son meilleur comic book, c'est pas fameux. Par contre, je vous le recommande pour une raison simple, c'est que si vous avez apprécié la série Netflix de Daredevil, que j'ai pas vu en entier, Mais qui est très correct, voilà, qui est vraiment c'était bien. correct, Ouais. et en fait, elle est adaptée de ce comic-là. Ouais. C'est-à-dire que le Daredevil, si vous aimez la série Netflix, vous devrez apprécier le comic book de Kevin Smith. Mais la mythologie est bien respectée dans la série. C'est ça. Et tu vois l'esthétique que t'as dans la série, là, tu sais, au début, avant qu'il y ait son costume, cette espèce de cagoule qui se met, là, voilà, tout ça, ça vient du comic de Joe Quesada. D'accord. Donc c'est pour ça que je la recommande pour ceux qui aiment le Netflix. Donc voilà, je pense qu'on a fait une bonne présentation. Là. Si tu connais pas Daredevil, voilà. t'as Maintenant, des tu petites connais pistes, Daredevil. Là, t'as des petites pistes. Allez fouiller. Et du coup, Daredevil, c'est quoi c'est ce fameux travail d'ombre autour du personnage, mais de manière générale, qui rappelle le film noir. Donc on va pas rentrer dans les détails du film noir, quand bien même, je pense que sur la chaîne de X, vous aurez de la documentation si vous voulez creuser autour du film noir. Ensuite, les intrigues autour de la justice. Il y a surtout ça en fait qui fait l'originalité de Daredevil, c'est que là où beaucoup d'histoires chez Marvel à ce moment-là, ça va être vraiment des histoires de super-héros, du bien contre le mal, ou sans amoindrir la qualité des scénarios des anciens super-héros. C'est pas il y a des choses très intelligentes. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans quelque chose d'un peu plus ancré dans le réel, où c'est vraiment un détective qui va enquêter et qui va se poser des questions morales. C'est vraiment du cas par cas, et c'est vraiment Stan Lee qui s'amuse d'histoire en histoire de rappeler que la justice c'est compliqué, que c'est très compliqué, qu'il faut prendre en compte le passé des gens, que voilà. Et enfin, tout simplement, on a parlé de Batman, on a un peu rigolé avec Batman tout à l'heure, parce que effectivement, pour la Marvel, ça leur permet d'avoir une espèce de licence qui puisse faire concurrence à Batman, parce que mine de rien, ils marchent sur à peu près les mêmes plates-bandes, bien que, à la limite, d'un point de vue sociétal, Bruce Wayne vient d'en haut, là où Matt Murdock vient d'en bas. Oui. Donc c'est à la limite ça qui fait qu'il y aura un joli clash intéressant entre les deux personnages. Mais voilà, pour la Marvel, ça permet d'avoir un héros qui puisse être sur les plates-bandes de DC Comics, mais surtout, c'est plus intéressant encore de comparer Daredevil à un personnage du folklore japonais, qui est la série de films Zaitoshi, où en fait Zaitoshi c'est un samouraï aveugle. C'est un samouraï aveugle, et donc en tant que samouraï, il doit faire régner la justice, il doit parfois faire vengeance pour certaines personnes qu'il paye, mais en même temps le fait d'être aveugle lui permet d'avoir cette espèce de pas de côté, cette espèce de recul. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là où Zaitoshi, ça va passer par le zen, par le bouddhisme, tout ça, Daredevil est un personnage profondément américain, et le fait que ce soit un avocat qui se déguise en diable pour se poser des questions de corruption sur la justice, quand je dis que c'est un symbole fort pour les Américains, où je veux en venir, j'en reviens au fait que quand aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, mais aux États-Unis, quand tu as un procès, tu dois prêter serment sur la Bible. Tu dois promettre devant Dieu que tu vas dire la vérité. Oui, le symbole là-bas de la religion est extrêmement fort dans les institutions politiques, Exactement. et notamment dans la justice. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que mentir à un juge, c'est aussi mentir à Dieu. C'est une des phrases qui était ressortie, c'était pendant les procès Warren, je crois, non? Où c'était 3, là. où c'est on jure sur la Bible au tribunal, il serait temps de reconnaître l'existence du diable, quoi. Exactement. Et du coup, Matt Murdock est un peu ce diable il prend le rôle du diable en fait. Dans ce système-là, si on prête serment devant Dieu, c'est qu'il y a le diable quelque part dans l'équation. Tout le monde essaye de le nier, tout le monde essaye de le cacher parce que c'est pas propre. Et ben moi je vais mettre les mains dans le cambouis. Et du coup, comme souvent dans les personnages créés par Stan Lee, qui a une manière un peu à lui de concevoir la création,
il y a tout autant une esthétique assez propre au personnage que des symboles et des thèmes traités au travers de cette esthétique. Bah, complètement. Moi, j'ai ramené j'ai ramené une BD là, de Daredevil, l'ancienne, une écrite par Stan Lee justement, pour rappeler un peu la vision qu'avait Stan Lee de Daredevil. C'est-à-dire que quand il crée Daredevil, Stan Lee, ça lui permet de dire quelque chose, mais ça lui permet de dire quoi? Ça lui permet, lui, de parler aussi de la corruption, de manière générale. Et en fait, Stan Lee, lui, il y a des aspects dans la corruption où, comme tout le monde, oui, dans l'idéal, la corruption, c'est pas bien, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Dans un monde idéal, oui, c'est pas bien. Sauf que dans les faits, le monde, il est compliqué. Et il donne un exemple de à quoi peut servir la corruption, et en fait c'est une BD, alors déjà l'histoire de la BD quoi, où on suit un soldat noir qui a fait le Vietnam et qui en service a perdu la vue. Et donc en revenant aux États-Unis, déjà il se fait traiter de tueur par les hippies, par tout ça, donc il est de base il est mal vu, et en plus comme il a perdu la vue, c'est très difficile pour lui de retrouver un taf, tout ça, et donc il demande une pension alimentaire de la part de l'armée, que l'armée reconnaisse, que si on ne l'avait pas envoyé au Vietnam, sa vie elle aurait été tranquille, et donc du coup, donnez-moi un peu d'argent tous les mois que je finisse pas à la rue quoi. Et donc bah, tout le procès de la BD ça va être ça. Donc déjà, tu vois la petite BD à 5 $ là, que tu t'achètes entre deux trains, elle est quand même costaud hein. Et donc Matt Murdock, en tant qu'avocat aveugle, il va avoir de l'empathie pour cette personne, et donc il va vouloir le défendre. Désolé pour spoiler, mais il y arrive. Daredevil fait bien son boulot. Et là, on arrive dans une scène où ce fameux personnage de soldat aveugle, qui après avoir réussi son procès, il est seul chez lui et il parle avec son chien, parce que c'est quelqu'un de très seul et il lui reste que son chien. Et il dit cette petite tirade que du coup, je vais vous lire. Il dit « Tu sais petit, il y a peu, j'ai vraiment touché le fond. Puis j'ai trouvé un ami qui a réhabilité mon nom. Depuis... même sans mes yeux, j'envisage l'avenir pour la première fois. Je referai partie de la race humaine. Murdoch n'en faisait pas une priorité, mais quand on y réfléchit bien, c'est un bel exemple de fraternité. » C'est beau. Quand même, hein. Ah oui, non, c'est beau. Non, mais quand même, hein. Il avait une plume, hein, cet homme. Oui. Et donc, au final, la vision de Stan Lee de Daredevil, c'est ça. C'est quelqu'un qui, certes... va tenter le diable, va embrasser le diable, va sortir du rôle de sa fonction, mais derrière ça permet de redonner un nom à des gens oubliés. Et donc cette manière de penser le personnage de Daredevil, qui est de mettre en avant les gens oubliés et de voir que la justice elle n'est pas forcément là où on la pense. Tout à fait. Si on fait un petit flash forward 40 ans plus tard et qu'on arrive 2 ans après le désastre de 2003 en 2005, qui est une autre vision okay. de Daredevil. Ceci étant dit, l'esthétique est respectée dans le film, c'est plus le propos qui est un peu malmené. Mais voilà. Ouais. Bon, on peut en parler rapidement. Ouais, parlons un petit peu du film parce qu'il faut quand même le dire. Qui est un film que petit je détestais pas. Mais moi non plus. Voilà. Moi j'ai découvert comme ça déjà. Voilà, moi aussi j'ai découvert Daredevil avec le film de 2003 avec Ben Affleck. Voilà. Qui est... petit, on aimait bien, et en grandissant, ah merde. Non, tu sais, c'est un film post-Matrix. Ouais, il essaye des trucs, du coup, essaye des trucs, voilà. C'est fait par quelqu'un qui connaît pas bien le comics. Et donc, du coup, c'est vrai que dans son propos, c'est un peu à côté de la plaque, tout ça. Maintenant, moi, je l'avais revu récemment, quoi. Il y a quand même, mine de rien, des fulgurances dans le film. Je sais pas de le défendre, je dis juste... Tu sais, Internet, c'est l'endroit de la demi-mesure où les gens sont... Bien sûr, c'est pas du tout une dualité. Voilà, donc c'est juste, quand je vois des gens sur Internet qui disent que c'est un des pires films de comic book qui a jamais existé, machin, que ce soit pas un des meilleurs, ça c'est une certitude. Maintenant, le pire, je sais pas. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est, tu sais, le film, il s'ouvre, la scène d'intro, c'est lui qui est en haut d'une chapelle d'une église, qui saigne, son sang coule, ce qui fait qu'on arrive sur le vitrail de la Vierge Marie qui lui fait pleurer une larme de sang. Bah, c'est quand même des images de quelqu'un qui a un peu compris. L'esthétique est là, quoi. Le combat de fin, c'est des tubes d'orgue qui se battent entre eux parce que et du coup le son des orgues qui se tapent entre elles fait que Daredevil est complètement perdu. Enfin, exactement. Il y a quand même un symbolique, quoi. Voilà. Donc je jette pas tout, quoi, dans ce film. Moi, c'est plus ça le truc, mais quand il sort,
il se fait flinguer, hein, à juste titre, hein. Enfin, faut pas... Voilà, ça reste pas le chef-d'œuvre. Dans cette période-là, il y a quand même les premiers X-Men, les premiers Spider-Man, on a quand même beaucoup mieux en adaptation. Quand tu sors de Sam Raimi et que tu te manges Daredevil, oui, tu fais la gueule. Hein. Mais 2 ans plus tard, donc, on a Daredevil Redemption qui arrive, et qui lui a bien imprimé tout ça, tout ce que tu viens de dire sur Stan Lee, sur la symbolique du personnage, etc. Et qui va proposer une nouvelle manière de le comprendre. Exactement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du contexte général dans lequel il se fait, de ses créateurs, tout ça? Ouais, bien sûr. Ben, du coup, il sort 2 ans après ce fameux film là qu'on vient de vous décrire, là, ce film un peu... qui peut être un peu une Madeleine de... Tu vois, qui peut être vu comme un bon souvenir d'époque, mais voilà, quoi. C'est ça. Et en fait, ce film, au moment où il sort, parce que certes, il a pas les meilleures critiques, n'empêche que c'est un succès. Le film, il marche. Hein. Le film, il marche bien. Et en fait, la réaction de la Marvel face au succès du film, c'est de dire, bon, comme le film marche, les gens vont vouloir redécouvrir le personnage d'Daredevil en BD, donc ils vont se ruer sur les BD en attendant le prochain film, parce qu'il était question d'une suite, qui a vu le jour, hein, c'est Elektra, qui est pas terrible non plus, hein, qui est même pire à la limite. On aurait aimé être Daredevil et ne pas l'avoir. Ah, c'est ça. Exactement. Fallait que je fasse une blague. Je t'oublie sur il fallait une blague sur les aveugles, désolé. Il fallait. Et en fait, du coup, j'ai perdu le film. Moi. Pardon. Non, c'est pas grave. C'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, la Marvel se dit, voilà, comme le public va se ruer sur les BD parce qu'ils vont vouloir, en attendant le prochain film, tout ça, ou tout simplement pour redécouvrir les héros, les gens vont pas vouloir relire ce qu'ils viennent de voir en salle. Donc, il faut des histoires originales. Tu es en train de dire que Marvel demandait de l'originalité dans ses créations? Il fut un temps. C'est pas si longtemps en plus. Pas si longtemps, c'était encore comme ça au sein de la Marvel. Et donc du coup, il commence à un peu contacter des dessinateurs, des scénaristes par-ci par-là, qui sont évidemment dans le monde du comics, qui vont avoir un goût pour ça, mais qui, on pense pas forcément à eux, dans un premier temps, pour faire du Daredevil, quoi. Faut pas que ça sonne comme une évidence. Et du coup, en faisant ça, et bah, il s'est passé un petit truc assez super, c'est qu'en 2005, il contacte David Hein et Michael Gaydos. David Hein, du coup, il est britannique, et en fait, c'est super important, parce que comme on le disait, cette notion de Dieu dans la justice, c'est purement américain. C'est quelque chose, il y a qu'aux États-Unis. Peut-être dans d'autres pays, hein, où tu dois respecter aux règles de Dieu en même temps qu'aux règles de la justice, mais en tout cas, aussi fort comme ça en Occident, on pense beaucoup aux États-Unis. Et donc du coup... Oui, parce que j'ai pas la notion du système judiciaire anglais, je crois que Dieu a une place aussi, mais je crois qu'elle est plus symbolique, comme assurant l'intégrité de l'institution, que comme ça. Je me mets face au jugement de Dieu quand je parle. Exactement, le symbole n'est pas le même. Ouais. En Angleterre, on n'amène pas une Bible dans l'enceinte. Il me semble pas. Ouais, Dieu est plus là pour dire cette institution est intègre. C'est pas... C'est pas le même rapport. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il a pas ce rapport-là à la justice, et il voit pas l'Amérique avec les mêmes yeux, quoi. Donc le fait d'aller chercher David Hein, c'est intéressant pour ça, et David Hein, il bosse déjà chez Marvel depuis les années 80, mais il fait surtout Spider-Man en fait. David Hein, c'est un gros scénariste chez Spider-Man, dans les années 80. Du coup, Spider-Man, on est quand même... c'est un petit opposé de Daredevil, c'est-à-dire que... Oui, il n'y a pas la même manière de se penser, lui. Exactement. Lui, s'il fait mal à quelqu'un, il s'excuse, quoi. T'as tout compris, exactement. Du coup... Ça, c'est super intéressant. Et Michael Gaydos, qui va s'occuper du dessin, je le connais un peu moins bien. Moi, j'aime énormément son style de dessin, qui est un style, alors justement, très sombre, très contrasté. Il va vraiment travailler sur le contraste et sur l'ombre, et avec des traits très très durs. C'est-à-dire que les arrondis, une roue, chez lui, une roue, ça va pas être un beau cercle, ça va vraiment être plusieurs petites hachures qui vont former un cercle. Donc j'espère qu'en podcast j'ai réussi à être assez clair. Et donc du coup, leur première idée à eux deux, ils disent bon bah ok, Daredevil, donc déjà le dessinateur, je trouve que c'est un choix vraiment excellent parce qu'il va très bien se prêter à tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur le jeu sur les noirs, sur l'ombre, voilà. Ouais. Et David Hein, il se dit, bon, bah en fait, moi, l'originalité, c'est que Daredevil, ok, c'est le justicier de Hell's Kitchen, viens, on l'amène ailleurs. On l'amène dans une partie de l'Amérique que je connais pas, en fait. Et donc, c'est une aventure qui va se passer en Alabama. Et du coup, ça va être quoi la petite histoire qui va se passer? C'est qu'en fait, on est dans un petit village en Alabama, un village qui s'appelle Redemption. Voilà, et dans ce village, on va retrouver un petit garçon
on va retrouver un petit garçon mort, noyé, dans un petit fleuve. Alors, en tant que Français, ça a des échos de l'affaire du petit Grégory, mais forcément, c'est pas du tout une inspiration pour eux. L'affaire, elle n'a pas été internationale comme ça. Mais c'est vrai que lire Daredevil Redemption quand t'es français, c'est assez troublant. Il y a un petit frisson dans le dos. On retrouve un gamin donc du coup qui a été noyé dans une rivière du village, et tout porte à croire que c'est une espèce de bande de jeunes métalleux au fin fond de l'Alabama qui, au premier abord, sont des petits cons, mais on peut se poser la question, oui, mais alors est-ce que ces petits cons-là, ils n'ont pas complètement vrillé, est-ce qu'ils n'ont pas sacrifié le gamin, quoi? Ça va être ça la question. Et Matt Murdock va entendre parler de cette affaire au journal, et ce qui va le choquer, en fait, c'est qu'absolument aucun avocat ne veut se désigner pour défendre les gamins. Même les commis d'office se balancent la balle. Non, toi t'y vas, non, toi t'y vas. Lui, ça va l'énerver, il va dire, bon bah allez Foggy, c'est son acolyte, Foggy. C'est Milou. Son secrétaire, c'est son Milou. Il dit, allez Foggy, on prend le taxi, et puis merde, même ces gamins-là, ils ont le droit, coupables ou non, même eux, ils ont le droit d'avoir un avocat, quoi. Et le souci, c'est que le village de Redemption, déjà en plus de s'appeler Redemption, ce qui est du coup très biblique, hein, c'est un village très très pieux, quoi. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un panel de personnages complètement liés à la foi. Il y a des crucifix partout, il y a au moins 3 églises il y a 3 églises dans le village, dont une abandonnée où les petits métalleux vont pour passer leur soirée. Alors qu'il n'y a même pas de boulangerie, tu vois. Et c'est ça, c'est exactement ça. Il y a rien à faire, tu te fais chier, mais t'as 3 églises. Et donc Matt Murdock, il arrive dans ce contexte-là. Forcément, il va être mal vu. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contents de le voir arriver. Et puis, on peut comparer ça un peu à Éric Dupond-Moretti. Quand il devient avocat sur l'affaire Outreau, les gens se sont mis à lui en vouloir à lui. Un peu comme si c'était lui le criminel. Alors qu'il fait que son boulot d'avocat. Et certes, il défend peut-être des gens qui sont peut-être des sales types, mais il faut le faire. Et Matt Murdock, il arrive dans ce contexte-là, il se fait insulter, voilà. Et la nuit, il sort le personnage du diable pour faire sa contre-enquête, mais il va être vu de loin par certains habitants du village. Et c'est là où on en arrive dans une espèce de délire paranoïa mystique, et là le comics il prend une tournure incroyable. C'est que d'abord on passe de la première accusation qui est Matt Murdock, vous êtes un sale type de défendre ces gamins qui ne doivent pas être défendus, et en plus vous avez ramené le diable à rédemption. Oui, parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est le constat de base mais en fait, t'as plus les ruelles pour te cacher, ou les toits, en fait, t'es genre au milieu des champs, donc forcément, les gens te voient de loin, donc juste ce concept de base, en fait, le camouflage du diable qui sort de nulle part ne marche plus. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah oui, t'as des cartons de dessin qui sont absolument fabuleux pour ces raisons-là, quoi, parce que du coup, tu te retrouves avec, par exemple, il y a un dessin d'une gamine qui, avant d'aller se coucher, elle voit en haut d'un arbre le diable, quoi, et donc c'est des images cauchemardesques, quoi. Et c'est la BD, elle traite super bien ça, quoi. Donc c'est le petit gars de la ville qui débarque chez des gens qui le prennent pour forcément le gars qui se prend pour mieux que tout le monde, supérieur, avec ses beaux fringues et ses belles manières. C'est traité, hein, ça c'est traité. Et qui, en plus de représenter un danger pour l'intégrité de cette ville et ses habitudes autour d'une logique très chrétienne, se retrouve accusé en plus de rapporter le diable dans exactement. La ville, quoi. C'est exactement ça. Et donc tu as parlé des gamins au début, qui eux-mêmes portent un peu ces symboles-là. Bah complètement, parce qu'en fait on est en 2005, au moment où le comics sort, on sort des années 90, et il y a quand même les années 90, on l'avait déjà dit ça dans le podcast sur Scream, où on se disait... on sait pas ce qu'il y avait dans l'eau du robinet dans les années 90, mais il y a vraiment une jeunesse qui va pas bien. Ah bon? Vraiment une jeunesse qui va pas bien. Il y a d'avoir des flashs de Kurt Cobain, Marilyn Manson. Exactement. Nine Inch Nails. Et du coup, en Europe, je pense que le gros trauma, ça va être le black metal norvégien. Ouais. C'est-à-dire que dans les années 90, pour l'Europe, c'est ce moment-là où... Mayhem, Burzum, Varg-Vikernes, donc là les noms que je viens de citer, ce sont des noms qui vont être des groupes de musique et des musiciens fondateurs d'un sous-genre extrême du métal qui s'appelle le black metal, qui va naître en Norvège. Alors les métalleux dans les commentaires, commencez pas à faire chier, je vulgarise, hein, c'est plus compliqué que ça, on le sait,
On a fait un reportage sur Ladlo. Je ne montrais pas de blanche aux Ouais, voilà, foutez la paix, on fait du Wikipédia là. En tout cas, il y a ce trauma-là, parce que ces gamins-là, ils vont pas seulement faire une musique qui font peur, ils vont aussi s'entretuer à coups de couteau, foutre le feu à des églises. Donc, ce qui ressemble le plus à ce phénomène-là près de chez nous, c'était en Norvège, c'était ça. Au début des années 2000, ça a touché la France. Hein. Bah, il y a tous les reportages à mourir de rire, là, tous les trucs Exactement. M6, machin. Où On a grandi avec ça, nous. Ouais, c'est ça. Jérémy adore le diable, ses parents sont inquiets. Exactement, c'était cette période-là. Ouais. Le début des années 2000, c'était ça. Et aux États-Unis, bah, mine de rien, je pense qu'on peut parler, on peut parler de Columbine. Hein. Oui, bien sûr. On peut parler de Columbine. Columbine, donc l'attaque d'un lycée par 2 de ses étudiants, qui a fait plusieurs morts, qui eux-mêmes étaient un peu dans ces symboliques-là. Ouais, on retrouve, c'était délirant, hein, parce qu'en fait, on a retrouvé le jeu vidéo Doom et un disque de Marilyn Manson. Il y avait d'autres trucs, hein, mais... Et un jeu GTA aussi, je crois, non ? Un jeu GTA, ouais. Et un disque d'Eminem, c'est ça ? Voilà, et un disque d'Eminem. Du coup, la justice américaine, encore elle, Exactement. a demandé à Marilyn Manson, Eminem et aux frères Hauser de témoigner en disant est-ce que c'est à cause de vous que ces gamins ont tué tout le monde parce que vous êtes violents, quoi. C'est ça. Donc les années 90, pour les États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, artistiquement, il y a un panel d'œuvres d'art qui plaît à la jeunesse qui sont assez... Kurt Cobain, Manson, qui sont assez sombres et torturés. Et en plus, on vit une espèce de seconde satanique panique, quoi, qui était cette espèce de crise morale, cette peur autour du diable qui viendrait pervertir la jeunesse. Donc ça, on en parle dans notre épisode Rob Zombie. Hein. Ouais, c'est après l'assassinat de Sharon Tate par Marilyn Manson, par Charles Manson. Lapsus intéressant. Lapsus intéressant par Charles Manson Donc, en 69. C'est ça. Ce qui fait que dans les années 70, il y a eu cette première crise et... Je pense que c'est pas délirant de dire qu'il y en a eu une seconde, quoi, dans les années 90 et début 2000, en fait. Parce que, il y a quand même eu des gamins qui... le souci, c'est qu'en fait, avec Columbine, comme les gamins se sont suicidés après avoir fait leurs crimes horribles, on pouvait pas les punir eux, fallait des coupables. Et donc, même si Manson n'est qu'un musicien qui a fait un disque, bon, il a fait d'autres délits, mais c'est arrivé plus tard, et là, on est en 2021, et c'est autre chose. Mais à ce moment-là, si on avait trouvé une vis de procédure pour le foutre en tôle lui, je pense qu'on l'aurait fait. Parce que ça aurait soulagé. Et du coup, forcément, le coupable dans l'esprit des Américains, c'est les jeunes qui écoutent du métal. Exactement. Et là, dans le comics Daredevil Redemption... On en arrive là. Les gamins, c'est leur seule faute, finalement, au début du temps 3, en tout cas, c'est d'être des gamins qui écoutent du métal. C'est exactement ça. Quand le comic book commence, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des gamins qui sont certes dépeints comme dangereux, hein. Entre eux ils sont pas ultra safe, ils font des conneries, mais plus on gratte, plus on comprend que leurs parents sont des fondamentalistes chrétiens. Ce qui est beaucoup plus sain que d'être du black metal, évidemment. Voilà. Donc chacun ses problèmes. On se rend compte qu'ils ont une éducation qui était quand même assez compliquée. Dans un village qui, comme tu l'as décrit, voilà, il y a 3 églises, il n'y a pas de boulangerie. Va-t-on passer une jeunesse là-dedans? C'est Footloose, mais la version vénère, quoi. C'est ça. Du coup, ils se font chier, ils sont dangereux envers eux. Ils peuvent se scarifier, ils peuvent avoir des relations assez toxiques entre eux. Mais plus on avance dans la lecture du comic book, plus on se dit, ça commence à devenir de plus en plus impossible que ces gamins-là soient capables de noyer un gosse. C'est de plus en plus impossible. C'est inimaginable que ce soit eux. Et donc, c'est ça qui est... Ça, c'est une des premières grilles de lecture que je trouve super intéressante, quoi. Et la seconde, c'est quand je parle de leurs parents qui sont des fondamentalistes chrétiens. Je pense que ce serait ça, quoi. C'est l'aspect... C'est marrant, on est en 2005, Trump n'envisage pas encore faire de la politique, mais on parle déjà de son électorat, quoi. C'est exactement ça, en fait. Oui, l'électorat de ce qu'on appelle le Midwest américain, donc cette espèce de diagonale au centre des États-Unis, où il y a... c'est pas New York, c'est pas Los Angeles. C'est très rural, c'est très centré sur la notion de travail et de communauté. Et on est sur un électorat qui naîtra et qui deviendra le Make America Great Again de Trump une dizaine d'années plus tard, quoi, mais qui est déjà là, quoi. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que ce comics te montre déjà bien qu'il y a 2 Amériques qui ne peuvent plus se parler. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Matt Murdock, lui, il arrive, il explique ses intentions. Et en soi, c'est des intentions que
les villageois du village de Redemption peuvent entendre, et à la limite, ils peuvent être même d'accord avec lui. C'est genre, parce qu'il leur dit, c'est non mais attendez, moi mon père c'est un boxeur, je suis un fils de prolo, je me suis endetté, ok je suis avocat, mais je me suis endetté, machin. Je suis dans votre camp quoi. Je suis dans votre camp. Ouais mais tu le dis en parlant correctement, sans faire de faute, Avec dans les un costumes costume, ouais, voilà. trop tard. Il est trop tard. Tu parles déjà plus comme nous. T'es déjà plus nous, en fait. Tu sais, ça m'a fait penser à... Je regardais un film qui s'appelle Waking Fry, qui est fait par Ted Kotcheff, qui est le réalisateur du premier Rambo. Et c'est un film en Australie, avec un héros éduqué qui se retrouve chez les bouseux du centre de l'Australie, quoi. Et il y a un moment, Ted Kotcheff, dans le documentaire, il fait ouais mais les villageois ils étaient pas contents de mon film, ils essaient de m'empêcher de faire le film parce que je les dépeignais comme des bouseux, comme des machins, et à un moment je suis allé les voir et je leur ai dit, mais vous comprenez pas, je mets la lumière du cinéma sur vous, et en plus en tant que réalisateur je ne juge pas mes personnages, je n'en suis que leur témoin, et en fait je me suis dit, bah ouais mais alors si t'es allé les voir pour leur parler comme ça, bah évidemment que tu règles pas le problème. Et en fait le comics, mine de rien, c'est aussi quelque chose qui va sur ce terrain-là, en fait. Et je reste intimement persuadé qu'il n'y avait qu'un Anglais pour faire ça. Il n'y avait qu'un Anglais pour faire ça, quelqu'un qui a un peu plus de recul, parce que je pense qu'un scénariste qui habite à New York, je pense qu'il aurait pu réfléchir à la question et le faire, hein, évidemment, mais ça serait peut-être pas venu à son esprit spontanément. Que là, spontanément, le fait que lui soit britannique, qu'il y ait du recul sur le territoire, sur tout ça, se dire, ok, c'est original d'amener Daredevil en Alabama, pour des raisons scénaristiques, t'en as donné une, hein, le fait que il peut plus se cacher dans les ruelles, du coup t'es obligé de le voir, ok, ça c'est un scénariste intelligent, mais lui, le fait d'être britannique, il a ce pas de côté, cette intelligence et ce recul de se dire, ouais, mais aussi socialement, ils peuvent pas s'entendre. Oui, parce que c'est super intéressant, parce que Daredevil, normalement, traite la question plutôt de la confrontation entre justice et pègre dans des parties de l'Amérique qui ont été abandonnées un peu par le système judiciaire, qui sont les bas quartiers de New York. Le fait d'utiliser le même personnage de Daredevil pour traiter la question de la pègre dans les grandes villes, et d'utiliser ce même personnage pour traiter d'autres questions en Alabama, ça montre à la fois qu'il y a deux Amériques qui sont complètement différentes, ça montre que il vient d'un environnement et d'un contexte, et si tu le déplaces, ce contexte-là se confronte complètement à une autre manière de penser. Et en même temps, c'est extrêmement intéressant que le même personnage traite ces deux environnements, ces deux questions, et du coup, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est comme si c'était le diable qui au final faisait la fusion des deux Amériques, tu vois. Exactement. C'est la figure du diable, fondamentalement. Elle représente tout autant l'autre face de la pièce de la justice, qui est tu jures sur la Bible, donc si tu dis pas la vérité, je veux dire, le diable viendra régler les choses et prendre son dû. Et en même temps, l'Amérique extrêmement croyante, dans l'Amérique profonde, si elle a peur de quelque chose, c'est aussi de ce que représente le diable. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de Daredevil et l'intelligence de ce comic, c'est de traiter ces deux plans en montrant qu'au final, la symbolique religieuse, donc la symbolique diabolique, c'est un peu ce qui fonde le mythe américain et la manière dont l'Amérique se comprend elle-même, quelle que soit l'Amérique de laquelle on vient, quoi. Exactement. Et du coup, ouais, parce que ça, c'est du coup le troisième point qui est magnifiquement bien traité dans le comics, selon moi, quoi. C'est que le premier chef d'accusation du gamin, c'est d'être sataniste. Lui le revendique pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a une scène de dialogue où Matt Murdock lui demande, il dit moi je m'en fous de ta religion, de ta spiritualité, juste est-ce que tu te le revendiques parce que ça peut changer quelque chose dans le procès. Et le gamin il dit écoute, j'ai lu la Bible sataniste, comme j'ai lu des textes bouddhistes, comme j'ai lu, je suis juste curieux, on est en train de me reprocher d'être curieux. Il dit mais oui, je crois au diable, mais comme je crois en Bouddha, voilà. Le gamin il est un peu dans cet aspect-là. Et il est confronté à des gens qui, eux, sont profondément chrétiens, donc le diable existe, et le diable, c'est le territoire où il ne faut pas aller. Du coup, je le répète, mais cette idée que moi je trouve brillante dans le scénario, qui est que le village se met à partir dans un délire paranoïaque que Matt Murdock a vraiment amené le diable, parce qu'on voit le diable circuler la nuit, et donc ça donne des séquences qui frôlent le cinéma d'horreur, c'est des planches vraiment horrifiques, sublimes, Et donc là, on va arriver dans la zone un peu spoiler, c'est que le comique, à la fin, quand l'affaire se termine et est révélée, il donne deux sens au diable. C'est-à-dire que
Matt Murdock va réussir à défendre le jeune homme accusé, qui du coup n'est pas le criminel qui a noyé le gamin. Ce qui fait que la figure du diable pour ce gamin, qui était tenté justement par le satanisme, tout ça, ça devient une figure qui l'a littéralement libéré. C'est-à-dire que s'intéresser au heavy metal, s'intéresser à la musique du diable, à ce fameux territoire que la chrétienté te dit n'y va pas, lui il a fait ce pas-là, de bah moi je vais m'y intéresser, et en s'y intéressant, il s'est émancipé, il s'est libéré. Alors littéralement, son arc narratif à ce gamin c'est ça. Oui, non pas parce qu'il est rentré dans un autre fondamentalisme qui serait celui du diable, simplement parce qu'en explorant plus de territoire, il a étendu son horizon, quoi. C'est ça, parce qu'il dit pas je suis devenu sataniste, j'ai rejoint une secte, tout ça, c'est pas ça ce qu'il a fait le gamin. Il a juste dit oui j'ai lu la Bible satanique, mais comme j'ai lu le bouddhisme comme tout ça, et oui le satanisme m'intéresse. Est-ce que ça fait de moi un sataniste? Ça, c'est à vous de me le dire. Et en faisant ça, ce gamin, bah, donc littéralement, Daredevil gagne le procès, le libère, mais donc du coup il s'émancipe. Et de l'autre côté, du coup, c'est qui le vrai coupable? Et bien le vrai coupable, c'est là on en arrive dans le spoiler, en fait le vrai coupable, c'est le papa du gamin, qui est une personne de pouvoir au sein du village. Je sais plus ce qu'il fait comme boulot, mais je crois qu'il est gendarme, c'est quelqu'un de bien vu, quoi. C'est genre le bourgmestre. C'est ça, c'est quelqu'un de bien vu, mais comme plein de personnes dans le monde hein, qui ont une image sociale plutôt propre, et ben le soir... Cette petite bourgeoisie rurale, voilà. Ouais. C'est ça, bah le soir, ça picole un peu trop avec les copains, et puis ça cache des secrets pas propres à sa femme, et puis c'est un peu violent avec le gosse. Et un jour, il y a le coup qui est parti trop vite, faut pas que ça se sache, et donc c'est lui qui a fait des pieds et des mains pour que l'accusation aille vers le gamin. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que au moment où Matt Murdock découvre ça, il est en tenue de Daredevil, donc on se retrouve avec une scène absolument dantesque et biblique, hein, qui est de voir ce personnage qui saigne. Alors je donne pas trop de détails, comme ça les lecteurs pourront découvrir la séquence eux-mêmes en lisant le comic book. Mais on se retrouve avec ce personnage qui pisse le sang, qui est à genoux et qui demande pardon au diable, qui reconnaît ce qu'il a fait et qui demande au diable un peu de clémence et de pardon. Et donc c'est ça qui est absolument magistral, c'est que tu as ce que représente le diable pour ce gamin, forme de libération de ça, et à l'inverse, ce qu'il représente pour ce personnage-là, qui lui demande un pardon de péché, une libération, mais qui, non, le diable sera bien là pour te punir, toi. Oui, parce que si on considère le diable comme une projection de de tes peurs et de tes parts sombres, si t'es pas esclave de ça, tu peux voir le diable comme un moyen de mieux connaître toi-même. C'est ce que fait le gamin. Par contre, si t'as de la culpabilité et de la peur ancrée en toi, forcément t'as peur du diable. En fait, c'est jamais le diable qui est méchant. Voilà, donc pas mal hein, pour une petite BD comme ça. Et puis belle réutilisation du mythe de Daredevil, quoi, pour parler d'autres sujets, pour amener aussi les limites de ce personnage-là et la manière dont il doit se réinventer pour sortir d'un cadre seulement urbain. Ouais. Et donc avec les propos sociaux liés seulement au cadre urbain. Enfin franchement, très intéressant. C'est ça. Du coup, si alors sur X, on n'est pas sponsorisé. Hein, je fais ça vraiment par comme ça. On n'a pas de partenariat, rien. Ça veut pas dire qu'on veut pas. Hein, si quelqu'un nous écoute. voilà, exactement. Il faut toujours qu'il y en ait un qui pense à la thune dans l'histoire. C'est ça. Mais en fait, si vous voulez la lire, sachez que Marvel, ils ont sorti une collection qui s'appelle Marvel Dark, sous-titré Le Côté Obscur Collection. Et en fait, ça, c'est édité chez Panini Family, Panini Comics, quoi. Et ça coûte 3€, genre littéralement, ça coûte 3€, et on peut trouver ça genre dans des Carrefour Market, tout ça. Et moi je reste attaché à mes comics comme ça, je les achète encore comme ça en fait. Okay. Donc Marvel Dark, et là celui sur Daredevil sous-titré Unusual Suspect. C'est ça, ouais, sur la couverture c'est celui-là. Et dedans vous aurez donc du coup Daredevil Redemption en première histoire, et la seconde histoire c'est Daredevil Usual Suspect. Ok, parfait. Voilà. Et on peut peut-être aussi conseiller du coup celle par Kevin Smith, c'est ça, pour les gens qui veulent s'intéresser au... Ouais, moi je recommande celle de Kevin Smith, si vous avez aimé la série en fait. Ouais. Si la série elle vous a plu, moi je vous recommande celle de Kevin Smith. Et celle de Frank Miller. Celle de Frank Miller pour l'intégration d'Electra, quoi. Voilà. Parfait. Eh ben écoute Roman, merci beaucoup. Bah merci à toi. J'espère qu'on aura un peu éclairci Daredevil, son symbolisme et l'intérêt de Redemption
dans tout ça. Exactement. Merci également à vous qui nous écoutez, hein, bien sûr, c'est grâce à vous qu'on est là. Et pour toujours, éternellement, un grand merci. Un merci éternel, évidemment. Ah oui. Un merci éternel plus, c'est-à-dire éternité plus 1 à tous nos contributeurs, tipeurs ou coffeeurs, ouais, les gens qui nous payent des cafés. Voilà. C'est grâce à vous qu'on peut continuer, qu'on peut, qu'on peut avoir... qu'on peut faire des projets de plus en plus grands. On en a pas mal qui arrivent. Là, il y a du lourd qui arrive. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et à peu près une dizaine d'autres. On est à peu près partout. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour voir toutes nos actualités. Voilà. Encore un grand merci à tous. Merci encore à toi, Roman. Et puis à bientôt. À bientôt, salut. Et prenez soin de vous. Alors quel est votre principal message pour les jeunes qui vous écoutent, les plus jeunes ? Sois fort et surtout développe ton propre sens critique.